Franchement, plus j'avance, plus je me dis que s'il y a une vraie grosse révolution crypto, elle n'aura pas lieu en France. Là où la France s'enterre comme d'hab, mais même en Europe, quoi, même vis-à-vis de l'Europe, elle s'est mise en retard face à l'Europe alors qu'elle était là avant tout le monde. C'est assez déroutant, c'est assez dur vu l'énergie que j'ai mis pour que ça se développe. C'est l'actualité blockchain et crypto de la semaine. On commence tout de suite. Les amis, c'est officiel, OpenSea, la plus grosse plateforme d'échange d'NFT, annonce son airdrop probablement pour concurrencer ou du moins pour rattraper un peu le retard qu'ils avaient sur Blur, BLURR, qui est une autre plateforme NFT, qui est selon moi tout aussi bonne qu'OpenSea, voire légèrement meilleure, et qui a déjà distribué son token pour récompenser sa communauté et qui a ainsi absorbé une grosse partie de l'intérêt communautaire. Affaire à suivre, mais le token d'OpenSea arrive. On continue dans cette direction. Ethereum 21 Shares, une société qui a déjà proposé un ETF sur Ether, donc en gros un produit financier qui permet aux institutions et d'autres d'ailleurs, d'acheter de l'Ether mais sans avoir à le conserver et le gérer et à moindre coût, demande maintenant un ETF Ether mais avec du stacking, c'est-à-dire un ETF Ether où vous aurez des intérêts sur les Ethers qui sont conservés dans cet ETF. Donc c'est un produit plus intéressant. Maintenant, affaire à suivre, parce que le fait de demander des intérêts sur Ether, c'est donc un produit à rendement et ça pourrait être considéré comme des securities. Ça dépendra de la nouvelle interprétation de la Security Exchange Commission qui pourtant fait pas mal de remises en question puisqu'ils arrêtent leur attaque vis-à-vis d'OpenSea au tribunal. Ils abandonnent leurs charges vis-à-vis de Coinbase et depuis que Trump est en place, il y a beaucoup moins d'attaques envers les cryptos. On continue. Le Brésil valide un ETF XRP. C'est inédit. Et apparemment, le Brésil préparerait un stablecoin. Affaire à suivre. Écoutez bien la dinguerie. Bybit se fait retirer de la blacklist de l'autorité des marchés financiers en France. Ce qui laisserait suggérer le fait que visiblement, Bybit a pour but de se faire réguler ensuite et de devenir régulé en France. Mais c'était sans compter sur le fait que, et on met cette phrase en pause, Bybit sort de la blacklist. On va avancer plus tard sur la suite de l'actualité. Alors, moi, celle-là, les gars, j'ai envie de vous en parler un petit peu de cette news. Pourquoi ? Tether n'est plus un stablecoin régulé en Europe. Vous le savez, Tether n'a pas voulu se conformer à la réglementation européenne et a dit « on abandonne l'Europe ». Et donc, Tether n'a pas le droit de faire de publicité en Europe. Et quand on n'a pas le droit de faire de publicité en Europe, on ne peut pas payer la Juve pour être sur le t-shirt. On peut absolument pas payer de la publicité à la télé. Alors, comment est-ce qu'ils se sont fait de la pub ? Ils ont carrément racheté une partie de la Juventus. On est bon ? D'accord ? Ah, j'ai pas le droit de faire de la publicité sur une chaîne de télé ? C'est pas grave. Je la rachète. Comme ça, les médias feront de la pub en disant que maintenant, c'est moi le proprio. Ah, ils sont pas là pour vendre des gaufres, Tether. Je vous rappelle quand même que c'est l'une des entreprises les plus rentables au monde quand on regarde le profit comparé au nombre d'employés et qu'ils ont fait plus de revenus que BlackRock eux-mêmes l'année dernière. Tether a également investi dans le portefeuille Zengo, qui est un portefeuille Apple vraiment et Android, si je dis pas de bêtises, qui est particulièrement sympathique. Si vous l'avez jamais essayé, n'hésitez pas à le faire. Il vous permet, entre guillemets, sans avoir à vous embêter sur la conservation de votre clé privée, puisqu'il n'y en a, entre guillemets, pas, sur la façon que le portefeuille gère ça. C'est vraiment très très simple à prendre en main. Et je fais un petit coucou à Ouriel, qui est le fondateur du wallet, que j'aime beaucoup. Tether rentre également au capital, autant vous dire qu'ils diversifient leur panier d'entreprises et qu'ils commencent à prendre des participations un peu partout. L'exchange crypto Coinbase a doublé ses revenus en 2024. Les gars, Coinbase a annoncé un nouveau trimestre de résultats au-delà des attentes. Les gens s'attendaient, si je dis pas de bêtises, à 1,8 milliard de dollars de revenus et ils ont annoncé 2,2 ou 2,3 au premier trimestre. Et sur son revenu annuel, ils ont fait cette année 6 milliards de revenus contre 3 milliards l'année dernière. C'est quand même relativement costaud. Ça fait 172% de hausse sur le trimestre et au total, ils ont fait presque doubler le chiffre. Je couvre vite fait l'actualité du président d'Argentine qui a lancé son même coin. Globalement, il a fait comme Donald Trump, sauf que lui, il a supprimé son tweet après en avoir fait la promotion. Et en plus de ça, le token a perdu plus de 95% de sa valeur. Ça a tellement donné une mauvaise image en Argentine que ça a carrément affecté la bourse, qui a perdu 6 à 7% dans les jours qui ont suivi le lancement de son token. Les amis, remboursement FTX. Les distributions ont commencé le 18 février. Beaucoup de gens ont déjà reçu une partie de leur portefeuille. Il y a des gros portefeuilles qui n'auront rien avant le mois d'avril parce que c'est des plus gros montants. Globalement, vous allez recevoir un peu plus
plus de 120% de la valeur en dollars de votre portefeuille au moment de la faillite d'FTX si vous aviez de la crypto-monnaie sur la plateforme. Sauf évidemment si vous aviez déjà vendu votre claim, c'est-à-dire votre droit de récupérer vos tokens. À savoir également les amis, beaucoup de gens pensaient que les gens allaient dumper, qu'ils allaient utiliser leur argent pour vendre, mais comme le marché n'est plus dans les mêmes conditions, il y a beaucoup de gens qui reçoivent leur airdrop et qui achètent. Anonymat crypto en France, pour faire très simple, passer par un mixeur, ce sera carrément interdit. C'est la limite entre la vie privée. Hein. Je sais plus qui c'est qui disait, ceux qui sont prêts à perdre un tout petit peu de liberté pour gagner en sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre. Et autant vous dire qu'en France, là, ce qui est en train de se passer, les gars, lutter contre le blanchiment des cryptos. Il y a 10 à 15 fois moins de blanchiment d'argent sur les crypto-monnaies que sur l'euro et sur le dollar. Mais parce que ça fait bien, on s'acharne sur les crypto-monnaies, parce qu'on est idiot et qu'on comprend pas la technologie, parce qu'on doit mettre des lois pour faire plaisir, parce qu'on ne sait faire que ça, mettre des lois, réguler, sans comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça. On est dans de la surveillance à outrance. Franchement, plus j'avance, plus je me dis que s'il y a une vraie grosse révolution crypto, elle aura pas lieu en France. Là où la France s'enterre comme d'hab, mais même en Europe, quoi. Même vis-à-vis de l'Europe, elle s'est mise en retard face à l'Europe alors qu'elle était là avant tout le monde. C'est assez déroutant, c'est assez dur vu l'énergie que j'ai mis pour que ça se développe. La Banque Centrale Européenne annonce créer sa propre blockchain et fait un pas de plus vers le lancement de son euro numérique. Je suis curieux. Ce sera probablement une blockchain permissionnée. Selon l'annonce, cette blockchain sera développée dans le cadre du projet Target Service. Cela permettra d'assurer l'interopérabilité entre les différents services de la BCE. En parallèle, la BCE souhaite développer une solution plus intégrée sur le long terme. Celle-ci devrait permettre le règlement des transactions basées sur la blockchain en euro numérique. Affaire à suivre. Les amis, il faut qu'on parle du plus gros hack de l'histoire des crypto-monnaies et surtout d'une gestion que j'estime incroyable. Les amis, pour faire très simple, ils se sont pris une douille sur un de leurs smart contracts décentralisés, notamment sur un Gnosis Safe. Sans faire exprès, ils ont signé une transaction qui était en blind signing, c'est-à-dire que quand tu la signes, tu ne vois pas ce que tu signes. Ça arrive très souvent sur Ledger. Tu signes ta transaction, mais tu peux pas totalement voir la transaction pour être sûr de ce que tu signes. En signant ça, ils ont fait en sorte que le prochain retrait se dirigerait vers un autre portefeuille, et sans faire exprès, Bybit ne s'en est pas rendu compte. 48 heures après, quand ils ont fait un paiement, ça a siphonné une de leurs multisigs, et ils se sont fait voler 1,43 milliard de dollars, c'est-à-dire 400 000 Ethers. C'est des transactions de 10 000 Ethers qui passaient à toute vitesse, et autant vous dire qu'il y en a eu une quarantaine. Et ce qui est assez dingue, c'est que non seulement on s'est rendu compte très vite que c'est pas n'importe qui, c'est le groupe Lazarus, donc des hackers de Corée du Nord, qui ont volé tous ces Ethers à Bybit. D'ailleurs, il y a eu une news très drôle qui a été relayée par Bitcoin.fr, qui est très axé Bitcoin, vous vous en doutez. Un truc en mode, c'est officiel, la Corée du Nord constitue une réserve officielle d'Ethers. J'ai trouvé ça poil à gratter, pas de mauvais goût mais assez drôle. Ce que je voudrais quand même dire les gars, c'est que ça a été bien géré. Hein. Quelques heures après, le CEO de Bybit prend la parole. Moins de 12 heures après le hack, les retraits de la plateforme étaient déjà réouverts. Ils ont réussi à faire un bridge, donc à lever des fonds pour pouvoir acheter des actifs et couvrir tous les retraits de leurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, si vous avez déposé vos fonds sur Bybit, même si c'est des fonds qui venaient d'FTX, vous pouvez déjà retirer comme s'il n'y avait eu aucun problème. Naturellement, ça peut faire un petit peu peur, il y a des gens qui vont peut-être quitter Bybit, mais en tout cas, ils ont montré un truc très simple. C'est le plus gros hack de crypto-monnaie de l'histoire de l'humanité. 12 heures après, la plateforme était opérationnelle et les utilisateurs n'ont rien perdu. C'est hardcore. Seulement des très grandes plateformes peuvent le faire les gars, lever 1,4 patates. Pour une entreprise française, quand on voit la taille de ces géants à l'international, c'est impensable de faire ce qu'ils ont fait. 12 heures. J'imagine pas du tout ce qu'ils ont dû vivre et être capable de le faire aussi vite, c'est simplement impressionnant. Comment vont-ils faire pour se relever? Tu sais, quand tu perds 1,5 milliard de dollars et qu'en moins de 12 heures, tu dis aux gens, c'est bon, on s'en occupe, on a levé des fonds, on a backé le trou, vous pouvez retirer vos cryptos, aucun souci. Généralement, tu distribues également de la confiance quand tu fais un truc comme ça. Hein. C'est un vrai coup de maître, donc pour être franc avec toi, je ne m'inquiète pas du tout pour eux niveau confiance. En tout cas, ils ont été à la hauteur du problème, très largement. Solana en forte baisse. Pas simplement sur son prix, mais également sur son activité. Il y a moins de memecoins, il y a moins d'intérêt, il y a beaucoup moins de personnes. Selon un déclin à cause des memecoins déchaînés, une baisse de 40% des utilisateurs actifs. Selon les données récentes de Glassnode, le nombre d'adresses actives sur le réseau Solana est passé en hebdomadaire de 15,6 millions en 2024 à 9,5 millions en février 2025. Un peu plus d'un tiers d'activité en moins, naturellement, ça pose des questions. Bref, voilà, une baisse d'activité pour le moment sur Solana. À voir, est-ce que ça durera ou non? Ça, on n'en sait rien. Le prix moyen d'une transaction sur Ether n'a jamais été aussi bas depuis près de 5 ans. Malgré ce regain d'intérêt, il y a une baisse toujours des frais sur Ether. La semaine dernière, le prix est même tombé à 0,5 $, donc 50 centimes pour une transaction. Ce n'était pas arrivé depuis plus de 5 ans, l'été 2020, avant la hausse. Piste de réflexion sur cette baisse. Globalement, c'est l'activité et le fait qu'il y a beaucoup moins de frais sur la blockchain et qu'il y a également des distributions sur les Layer 2, donc il y a beaucoup plus d'usage sur les Layer 2. Affaire à suivre, mais encore une fois, c'est l'activité on-chain de manière plus globale qui semble être relativement basse.